Ce soir, c'est un live historique qui est multi-diffusé sur Twitch, sur TikTok et sur Facebook. Tout préparé. Coucou Thor. Voilà, on va tout préparer. On est prêt. Normalement, tout est bon. Est-ce que déjà tout le monde va bien, hein, sur les 3 réseaux, que ça soit sur TikTok, sur Twitch et sur Facebook. Donc je vois directement vos commentaires. Comment va Reg? Bon, écoute, ça va. Aujourd'hui, il fait très 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 beau chez nous, donc j'ai pu un petit peu. Je me suis baladé avec l'espèce de chose qui me sert de. C'est une soirée historique. Nous allons parler de Madame de Maintenon. Voilà. Donc on va parler de l'enfance de Françoise d'Aubigné, de sa naissance à son premier mariage avec la veuve Scarron, et nous irons ensuite tutoyer le soleil, puisque on suivra les péripéties de la première reine morganatique de France, son époux Louis XIV, hein, Louis Désiré de Bourbon, et son règne qui va durer 30 ans, et sa mort qui va être une délivrance. C'est étrange, mais c'est comme ça. Va être une délivrance pour la France. Voilà. Donc je rappelle, c'est un live qui est multidiffusé, qui est sur TikTok, qui est sur Twitch et qui est sur Facebook. Bienvenue à tous ceux qui me rejoignent sur tous les réseaux. Alors, on va parler de la petite et de la grande histoire. Parce que la petite histoire, elle est quand même passionnante. Et vous allez découvrir que Madame de Maintenon n'est pas aussi... n'est pas une oie blanche. Et elle a même fait quelques frasques dans certains lits du royaume de France qui vont être assez drôles à compter. Voilà. Est-ce que tous les modérateurs sont en place partout? Je rappelle le principe du live. On pose les questions à la fin. D'accord? Pour éviter d'alourdir le récit, on pose vraiment toutes les questions, vous les notez quelque part, et souvent je réponds aux questions, mais alors inutile de nous abreuver de vos connaissances, parce que ça alourdit le dialogue en plus, donc voilà, on est là pour raconter une histoire, on n'est pas là pour passer le bac ou pour savoir ce que vous connaissez par rapport aux autres. Et vous savez ce que disait la Palisse, la culture c'est comme la confiture, moins on en a, mieux on le porte. Ah là 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 là. Allez, bonsoir oiseau bleu, alors c'est sur Facebook. On va démarrer tout doucement, d'abord parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Françoise d'Aubigné n'est pas un personnage du XVIIIe siècle. Ça, les choses doivent être claires. Françoise d'Aubigné est un personnage du XVIIe. Elle va faire le pont entre le XVIIe et le XVIIIe, mais ce n'est absolument pas un personnage qui va jouer un rôle prédominant dans l'histoire du XVIIIe.
parce qu'elle va mourir très jeune dans le siècle de Louis XV, et que le siècle de Louis XV, évidemment, ne verra pas le règne de la maîtresse royale. Bonjour Thomas. Alors, je vous le dis, donc on va rester sur ce live qui est en multidiffusion. Donc, les questions, c'est vraiment à la fin du live. Vous pourrez trouver ce live complet sur ma chaîne YouTube. Victoria raconte l'histoire. Et là, vous verrez, on ne parlera que de Françoise d'Aubigné. Et en principe, c'est le lendemain, parce que voilà. Ok, Marvel. Bon, il n'y a pas de problème. Alors, on va démarrer. Françoise d'Aubigné est née le 27 ça y est, ça commence. Le 27 novembre 1635 à Niort. Et en fait, elle est née à Niort, mais c'est un petit peu un hasard, parce que sa mère, qui suit son mari partout, va suivre son mari qui fait du tourisme pénitentiaire. En effet, Constant d'Aubigné est un bandit de grand chemin. Il est condamné dans énormément de régions de France et pour cette période-là, il purge une peine à la prison de Niort. Constant d'Aubigné, c'est le fils d'Agrippa d'Aubigné, qui est très connu parce que c'est un poète protestant, janséniste exactement, et qui va jouer un rôle, on le verra après, qui va jouer un rôle dans la fronde et dans les problèmes que Françoise d'Aubigné va rencontrer au début. Et sa mère, Jeanne de Cadillac, ça ne s'invente pas, Jeanne de Cadillac, qui est une petite noblesse, qui va tomber amoureuse de ce bandit de grand chemin et qui va le suivre partout. Alors, il est clair qu'à l'époque, les prisons françaises n'étaient pas les prisons qu'on connaît aujourd'hui. Les prisons françaises, on permettait souvent aux gens, notamment aux couples, de garder une vraie vie de couple. Et Jeanne, qui suit son mari Constant, va se retrouver à la prison de Niort, un petit peu par hasard, et va garder une vie amoureuse et sexuelle avec Constant. Constant d'Aubigné, pour le situer, il a abjuré sa religion en 1618. Il va assassiner son épouse en 1619. Il va dépenser la dot de la deuxième, donc c'est-à-dire Jeanne de Cadillac, extrêmement vite. Il est soupçonné d'être un espion à la solde des Anglais et il a fait plusieurs prisons françaises, dont celle de Bordeaux, et là, le château Trompette et celle de Niort. Donc Françoise d'Aubigné va être conçue en prison et elle va être mise au monde en prison. Elle va arriver dans une famille qui n'est pas particulièrement aimante. Jeanne
doit survivre dans ce monde un petit peu cruel des prisonniers, et Constant est un petit peu à la charge de Jeanne, et donc elle est un petit peu livrée à elle-même. Jeanne ne peut pas élever ses enfants en prison, alors elle va les emmener dans la famille de Constant, qui est la famille de Villette, qui est une espèce de famille qui serait un croisement entre les Gaudiot et les Sabots en bois, en gros de la noblesse de campagne, et Françoise va s'établir dans un premier temps chez les Villette. Elle va y revenir plus ou moins. Enfin, elle va y revenir, elle va repartir, mais elle va y rester toute sa petite enfance. Il faut savoir que la famille de Villette est une famille huguenote, c'est-à-dire protestante, mais calviniste. C'est important de le savoir qu'elle était huguenote. Donc, cette famille essaye tant bien que mal d'élever ses 3 enfants, et lorsque Louis XIV ouvre les prisons royales pour demander à ses prisonniers d'aller peupler les colonies françaises dans l'océan Pacifique et l'océan Atlantique, Constant d'Aubigné est envoyé en Martinique à Marie-Galante. Et Constant d'Aubigné, le père de Françoise, qui est blanc, et ça c'est important de le savoir en Martinique, donc en tant que blanc, il a le droit à des choses que les Martiniquais n'ont pas. Donc on va lui demander d'exploiter une exploitation de canne à sucre. Réalisé. Déjà, une fois, je te dis, si je te donne l'information, c'est pas sur le territoire de Marie-Galante, c'est le château de Marie-Galante. Déjà, d'une part. D'autre part, si tu veux faire le savant, tu vas sur un autre live. Donc, Constant d'Aubigné est là pour assurer le transport, enfin, la fabrication du sucre de canne et le transport en France. Et ça se passe plus ou moins bien. Il est blanc, donc il est considéré, il n'est pas riche, mais il arrive à tirer un salaire de l'exploitation des esclaves sur les plantations. Et ça se passe pas bien. Pour la santé, Jeanne de Cadillac le vit mal, ses enfants le vivent très mal. Il faut savoir que Françoise a 2 frères, un plus jeune et un plus vieux. Et le plus vieux va très mal supporter le temps à la Martinique. Et son père, Constant, va prendre... Alors, à l'époque, on l'appelait la fièvre jaune, mais on n'est pas sûr de... En fait, pourquoi on l'appelait la fièvre jaune? Parce qu'on avait la fièvre et qu'on devenait jaune. Mais ce n'est pas la fièvre jaune qu'on connaît aujourd'hui. D'accord? Donc, quand il va arriver, il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas tout ça, tout le monde se débrouille, il va un petit peu exploiter les choses, il va choper la fièvre jaune et il va mourir en Martinique. Constant va mourir en Martinique et ça va poser d'énormes problèmes pour continuer à subvenir à la vie de Jeanne et de ses 3 enfants. Donc, retour à La Rochelle avec rien. Jeanne va vivre d'expédients et elle va envoyer ses enfants mendier leur pain.
Et dans son autobiographie, Françoise d'Aubigné va dire une chose qui va marquer d'ailleurs tout le règne de Madame de Maintenon. Il n'est pire souffrance pour elle que d'aller s'humilier à mendier son pain. Et elle va en garder un aspect un petit peu glauque qu'on verra tout au long de sa vie. Françoise d'Aubigné, donc, est là et veut absolument s'en sortir. Jeanne ne sait pas comment faire et elle va confier ses enfants de nouveau au château de Villette où les enfants vont, s'épanouir tranquillement. La famille de Villette, bien que huguenote, sait lire, écrire et compter. Ils vont donc élever les enfants dans les arts, si vous voulez, primitifs de écrire, compter et lire. Et surtout, comme il n'y a que à l'époque des beaux livres, Françoise va apprendre à lire sur des poèmes et va apprendre tout un tas de choses par rapport aux livres qu'elle lit. Compter va lui servir parce que le château de Villette exploite des métayers et donc elle va aller de ferme en ferme pour vendre, pour encaisser des métairies, pour compter le foin, l'orge, le blé, etc. Donc elle va vivre une petite vie de paysanne tranquillement. Jeanne ne va pas trop se préoccuper de ses enfants. Elle les trouve bien au château de Murcey et elle va, laisser ses enfants chéris, qu'elle aime beaucoup, mais dont elle ne s'occupe pas, à la famille de Villette. Ce qui se passe, plus le temps approche, elle va revenir, Jeanne, mais elle va revenir prendre l'aîné de la famille et laisser les deux autres qu'elle aime beaucoup moins. Pourquoi? Il y a une explication très simple, c'est qu'à l'époque, le premier-né, si c'est un garçon, il hérite des biens. Et là, il hérite des biens d'Agrippa d'Aubigné, qui est un personnage vraiment célèbre du XVIIe siècle. Donc les autres ne l'intéressent pas. Et puis comme elle n'arrive pas à les élever, elle le ramène à Murcey et ce brave garçon, un jour, va vouloir, en jouant avec sa sœur Françoise, sauter d'un mur et il va se rompre le cou et il va mourir sur le coup. Il ne reste donc que Françoise et son petit frère, Paul. Le problème de Françoise, c'est que c'est une femme. Et au XVIIe siècle, une femme, ça sert à rien. Ça ne sert que si il y a de la fortune derrière. Or, les Villettes ont déjà des enfants, donc elle ne va hériter de rien et ne peuvent surtout pas payer la dot pour Françoise, qui, au début, elle s'en fout complètement. Elle se dit, je suis heureuse, j'ai ce qu'il faut dans mon assiette, de la bonne paille pour dormir, une robe qui, ma foi, lui va, et des chaussures en cuir, car qui est un luxe pour l'époque, parce qu'à l'époque, on portait le sabot en bois. Donc pour elle, jusqu'à l'âge de 16 ans, tout va bien. Mais la famille de Constant d'Aubigné va se rappeler de son existence et surtout, elle va se rappeler que il y a un gros problème, ils sont huguenots. Et ça, la famille qui a des entrées à la cour ne peut pas le supporter. On vient de vivre l'épisode sanglant de la Saint-Barthélemy, où la religion catholique est proclamée religion d'État,
et on va rejeter on va rejeter absolument toutes les autres religions, notamment le jansénisme et le calvinisme, qui forment le protestantisme, appelé au XVIIe siècle les Huguenots. Donc, ils sont quand même un petit peu énervés et ils se disent « Françoise ne peut pas rester comme ça ». Donc, sa tante va essayer, comment dire, de se mettre en avant. Madame de Neuillan décide, comme c'est la marraine de Françoise, d'en faire une petite bourgeoise. Donc, elle la fait venir au château de Neuillan, où elle va servir d'intendante et où Madame de Neuillan va essayer de lui obtenir une éducation catholique. Mais la famille n'est quand même pas totalement d'accord. Donc Madame de Neuillan, qui a ses entrées à la cour, va demander un passe-droit à la reine Marie-Thérèse d'Autriche, reine de France, pour récupérer Françoise d'Aubigné chez elle. La lettre de cachet étant délivrée, Françoise va regagner le château de Neuillan et elle va subir l'éducation catholique d'une Madame de Neuillan qui n'est pas très habile avec elle, mais qui, par souci de bien paraître, va embaucher de grands poètes pour prodiguer à Françoise d'Aubigné tout le savoir dont elle pourrait avoir besoin. Madame de Neuillan quitte son château l'hiver pour aller à Paris et elle ne peut pas emmener Françoise. Françoise est huguenote. Elle n'a pas reçu le baptême catholique. Elle ne peut donc absolument pas aller dans le monde parisien. Madame de Neuillan enferme Françoise d'Aubigné chez les Ursulines, au couvent Saint-Jacques, où elle va se morfondre pendant la saison d'hiver, pendant que sa marraine va, ce qu'on appelle à l'époque, faire sa cour. Elle revient au château de Neuillan, Françoise revient aussi, mais là, elle se dit, je ne peux pas. Enfin, Madame de Neuillan est un petit peu rapia. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait aujourd'hui une radine. Donc, elle veut bien porter la gloire de convertir une huguenote, pardon, mais elle ne veut pas plus, en fait. Elle ne veut pas payer pour l'éducation de Françoise. Et il va falloir attendre un petit peu pour que un des tuteurs de Françoise d'Aubigné décide d'amener Françoise à Paris. Et là, Madame de Neuillan s'y oppose, car elle dit clairement que tant qu'elle sera vivante, personne de sa famille huguenote pourra aller à Paris sans être catholique. Et la voilà retournée aux Ursulines de Saint-Jacques. Et là, Françoise d'Aubigné va avoir elle déteste être au couvent, et elle va avoir quelque chose qui est très drôle, une réflexion sur la foi, et elle va dire, de toute façon, c'est le même Dieu, que je le prie dans une langue ou dans une autre, pourvu qu'il m'entende. En fait, elle se fout de savoir si elle est huguenote ou catholique. Donc, elle va demander aux sœurs de Saint-Jacques de la convertir à la foi catholique. Ce qui va permettre au chevalier de Méré d'emmener Françoise, après sa conversion, dans les salons miteux de Scarron. Pourquoi je dis miteux? Parce que Scarron, qui est un célèbre polémiste, qui est un célèbre... écoutez, j'ai un problème avec
Bon, Facebook, c'est mort. Je ne sais pas pourquoi. C'est impressionnant. Je ne comprends rien du tout dans ce téléphone. Alors, Samsung, c'est vraiment de la merde. Croyez-moi. N'achetez jamais du Samsung. Donc, on n'est que sur Twitch et sur. Il faut que je trouve une autre solution. Bon, bref. Qu'est-ce qui se passe donc sur son éducation? Le chevalier de Méré l'emmène chez Scarron. Scarron, qui est un poète qui a pris fait et cause pour Gaston d'Orléans pendant la Fronde. Et donc, il est détesté de Louis XIV. Mais le jeune Louis a autre chose à penser après la Fronde, de s'occuper vraiment de Scarron. Il lui a coupé les vivres. Il avait une pension que la reine de France lui versait. Il lui fait couper sa pension et puis basta, il ne veut plus entendre parler de Scarron. Donc Scarron va subsister par rapport à ses salons. Les salons de Scarron, où pour manger, il fallait y amener sa propre pitance. Mais tous les nobles de l'époque se pressent dans le salon de Scarron, parce qu'on y rencontre tous les beaux esprits. Et Françoise fait une entrée remarquée, non pas qu'elle fût intelligente, mais elle a été balbutiante, incapable de parler à Scarron, qui en a été ému jusqu'au point de se souvenir de son nom. Le chevalier de Méré est atterré, il la ramène à Neuillan et il explique les choses à sa marraine. Sa marraine se met dans une colère noire et elle dit « Mon Dieu, Françoise, si vous n'avez pas plus d'esprit que cela, je ne peux pas, moi, faire en sorte que vous soyez élevé comme votre rang pourrait l'exiger. » Françoise réfléchit et une chose qui n'est pas attendue, elle commence à recevoir une correspondance nourrie de Scarron. Scarron, le poète maudit, Scarron qui est handicapé, qui est ce qu'on appelle c'est plus qu'une chaise roulante, il est dans un espèce de barrique, il souffre d'arthrite déformante, il ne peut plus étendre ses jambes, il ne peut plus se servir que de ses bras, et il est complètement sclérosé à partir de la taille. On le dit difforme de la douleur et difforme de la laideur. Et il va commencer à faire une cour écrite impressionnante à Françoise d'Aubigné, qui se vante de ses écrits auprès de Madame de Neuillan et du chevalier de Méré. Le chevalier de Méré est chargé de présenter une seconde fois dans les salons de Scarron, et Françoise va faire preuve d'un esprit minois. Alors, qu'est-ce qu'un esprit minois pour l'époque? C'est, on dirait aujourd'hui, une femme qui minaude. C'est-à-dire qu'elle va répondre un petit peu gênée, mais elle va répondre. Elle ne va pas balbutier, elle ne va pas rougir, elle ne va pas se sauver, elle va répondre. Et ce caractère plaît énormément à Scarron. Scarron explique tout de go à Françoise qu'elle est mal embarquée. Madame de Neuillan veut se débarrasser d'elle. Personne ne voudra épouser la fille de Constant d'Aubigné. Donc, il lui propose soit de payer sa dot auprès du couvent des Ursulines pour qu'elle puisse y prendre le voile et donc subvenir à ses moyens, à ses besoins au couvent, soit de l'épouser lui sans dot.
Et Françoise n'hésite pas une seule seconde. Françoise ne veut pas être au couvent. Donc, elle épouse Scarron. Il dira à son valet, ce mariage, comme vous le savez, ne pourra être consommé. Je ne lui ferai pas de bêtises, mais je lui en apprendrai beaucoup. Et Françoise d'Aubigné va dire dans ses mémoires qu'elle pensait que ce mariage était blanc. En fait, il fut gris. Parce que si Scarron ne pouvait plus chevaucher sa belle, il pouvait quand même recevoir quelques plaisirs de la bouche de sa jeune épouse. Et revient la fronde. Et Scarron est encore chassé par le pouvoir royal à Rouen, où il va fuir avec sa jeune épouse en Normandie pour se cacher du pouvoir royal. Et là, c'est l'enfer pour Françoise d'Aubigné. Elle veut bien vivre avec Scarron dans un salon mondain, mais sûrement pas dans une vieille ferme isolée, pleine de rhumatisme et d'humidité. La fronde se calme, Scarron revient, et le salon de Scarron rouvre. Et tout le monde se presse pour voir la Belle et la Bête. C'est comme ça qu'on les surnomme. Elle a 18-20 ans, Françoise d'Aubigné. Elle est belle, c'est une aristocrate, elle a la peau très blanche, elle est frêle. Et Scarron a 30 ans de plus qu'elle, il est sclérosé dans une espèce de barrique, et d'où ne sort que son bel esprit. Et contrairement à ce qu'on aurait pu penser, Françoise d'Aubigné va se réfugier dans la religion qui lui a donné ce si mauvais mari. Elle va très souvent à la messe dans toutes les églises de Paris et elle compte dans sa suite une femme de chambre et un valet de pied, qui sont tous payés par les différents nobles qui viennent au salon de Scarron. Et pour venir au salon de Scarron, il faut montrer sa bourse et payer la nourriture, le train de vie et le linge, jusqu'aux meubles. Françoise va vivre et va connaître sa première célébrité. On l'a dit belle, elle est intelligente. On l'a dit pauvre, elle est fortunée de ce qu'elle porte. Et elle a surtout reçu de Madame de Neillan l'éducation primordiale des jeunes femmes de l'époque. Elle porte haut, c'est-à-dire qu'elle a le port de tête d'une régnante. Et ça va plaire aux hommes. Ça va beaucoup plaire aux hommes. Notamment à un marquis qui revient à Paris après une escapade tonitruante avec la plus célèbre prostituée de l'époque, Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos arrive sur ses 80 ans et elle va libérer le marquis de Villarcaud, sa petite folie de 25 ans. Qui entretient évidemment Ninon de l'Enclos. Ninon va venir au salon de Scarron pour constater la fraîcheur de Françoise d'Aubigné. Et le marquis de Villarcaud l'a remarqué aussi et commence une cour effrénée avec lui. Tant et si bien qu'il se fait remarquer
par Françoise, par les cadeaux qu'il lui envoie, qu'elle lui retourne tout le temps parce qu'elle se dit, moi, je suis fidèle à Scarron. Dieu m'a envoyé cette épreuve, donc je resterai fidèle à Scarron. Mais ça la titille quand même, hein, Françoise d'Aubigné. Elle voudrait quand même bien que, bon, elle se dit, il va se passer quelque chose. Le marquis de Villarcaud lui plaît énormément, mais elle ne veut pas laisser penser qu'elle est infidèle à Scarron. Et Scarron fait tout, et Scarron est persuadé dans ses derniers textes qu'elle lui est infidèle. Et au bout d'un moment, elle lui dit, bon, bah, puisque tu penses que je suis infidèle, je vais l'être. Ce qu'elle ne fera pas, mais elle ira chez Ninon de l'Enclos, dans sa ruelle. Alors la ruelle, c'est le lieu le plus proche du lit. Ce sont les côtés du lit qui sont fermés et qui ne sont réservés qu'à des proches de la personne alitée. Ninon de l'Enclos, elle a 80 ans, elle reçoit dans sa ruelle et elle reçoit les soins de la veuve, enfin de Madame Scarron. Ninon de l'Enclos sait très bien que Villarcaud en pince pour Françoise et Françoise en pince pour Villarcaud. Donc un jour où Françoise soigne pas par médicaments, à l'époque soigner c'était prenez soin de Ninon, elle convoque sa folie, elle l'appelait comme ça. Françoise se sent prise et elle lui dit, mais enfin, je n'espérais pas ça. Et il lui dit, je ne veux pas vous forcer. Je suis heureux de vous voir ici. Souffrez qu'on partage ce moment. Alors là, il y a plusieurs interprétations sur sa vie. Certains autres historiens vont dire qu'elle a eu des rapports saphistes avec Ninon de l'Enclos, c'est-à-dire qu'elle a eu des rapports lesbiens. Et ce même historien va soutenir l'hypothèse qu'elle a eu un plan à trois avec Villarcaud, Ninon de l'Enclos et elle. Bon, sincèrement, sur tout ce que je connais de Madame de Maintenon, enfin, tous les autres historiens n'y croient pas, mais bon, lui, il a émis ce doute-là. Et Françoise va s'intéresser à Villarcaud, mais va lui dire, tant que Scarron est vivant, je ne veux pas vous voir au salon. Dieu a écouté Françoise. Scarron va mourir dans d'atroces souffrances des suites de sa maladie. Mais très rapidement. Françoise avait juste oublié une chose. Elle n'est rien sans son mari. On va vendre les effets de Madame Scarron devant sa porte pour rembourser les créanciers. Scarron va mourir et il ne lui restera qu'une robe, un fichu et ses 22 ans. Et c'est important de le savoir, car on prend toujours Madame de Maintenon pour une oie blanche. Pas du tout une oie blanche. Elle sait qu'elle est belle pour le XVIIe siècle. Et elle sait qu'elle a l'esprit pour le XVIIe siècle. Donc elle va essayer de se forger une image de femme pieuse en allant à la messe, mais aussitôt la messe faite, elle va fréquenter les ruelles de Ninon de l'Enclos. C'est donc un personnage ambivalent qui démarre dans la vie. Et c'est un problème. Françoise n'a pas le sou. Elle va céder pourtant au caprice de
Louis de Morlaix, marquis de Villarceau, qui va prendre un petit logement pour Françoise avec sa Nanon, Nanon étant sa femme de chambre, son valet de chambre, enfin, une espèce de bonne à tout faire, et elle va vivre de charité dans un espèce de costume très austère, à la face du monde, en sachant que tous les soirs, elle ouvre son lit à Louis de Morlaix. Et là, elle commence à se rendre compte que ça peut jouer contre elle. Donc, elle va s'ouvrir à son confesseur, l'abbé Gobelin, de cette double vie. Et l'abbé est offusqué. Et il lui dit, ma pauvre Françoise, pour votre âme, vous devez rompre avec Louis de Morlaix, qui est marié. Bah oui, il n'est pas fou. Donc, elle se dit, mais c'est pas possible, comment est-ce que je vais faire je l'aime, mais je dois le quitter. Et elle va le quitter. Sauf que c'était mal connaître toute la famille de Louis de Morlaix qui décide de prendre en charge Françoise d'Aubigné. Et elle est... alors, je vais vous parler de deux personnages, donc il faudra retenir le nom. Elle est prise en charge, si vous voulez, par la maréchale d'Albret, qui est une femme sotte, qui n'a pas le sou, mais qui est une grande aristocrate du royaume, et donc qui vit chichement dans des palais. Et cette brave maréchale va lui présenter celle qui va lui amener tout le bien qui va lui échoir après, à savoir Bonne de Dicourt. Donc la maréchale va s'occuper du moral de Françoise. Elle va l'inviter l'été dans son château d'Albret. Et là, Françoise est très étonnée, car elle se dit, mais enfin, comment est-ce que la maréchale d'Albret peut recevoir à grands frais autant de monde dans le château? Et elle va avoir sa réponse. Ces festivités sont organisées par Louis de Morlaix, son amant. Et Blanc, ils remettent une couche. Et ils remettent tant et si bien une couche que le marquis de Villarceau a un talent. Il est portraitiste. Et il demande à Françoise de poser pour lui. C'est là qu'on a le premier portrait officiel de Françoise de Maintenon, nue, avec juste un voile qui cache sa pudeur. Et ce tableau va traverser les siècles, mais surtout va hanter le souvenir de Françoise. Elle va avoir tellement peur que Louis XIV connaisse ce tableau qu'elle va tout faire pour le racheter, sans savoir que Louis le XIVe avait déjà acheté ce tableau. Donc il connaissait l'existence. Et donc Françoise est là, elle a cette vie de dévote, elle a cette vie de débauche, mais face à la maréchale d'Albret et à Bonne de Dicourt, c'est une dévote. Et donc, un jour que la maréchale d'Albret était malade, elle ne devait recevoir un personnage important et elle ne pouvait pas faire son ménage. Françoise d'Aubigné, en bonne amie, se mit à quatre pattes pour cirer le parquet. Et Bonne de Dicourt, voyant ça, elle va se dire quand même, cette femme est capable de s'humilier à ce point pour une amie, c'est bon à savoir. Lorsque Françoise va définitivement
couper les ponts avec Villarcaud. Elle va commencer à fréquenter un salon littéraire, le salon littéraire d'Athénaïs. Je suis désolé, car Athénaïs, c'est-à-dire Françoise de Montespan, tient un salon littéraire. Athénaïs est jeune, elle est pleine d'ambition, elle veut réussir, c'est une Rochechouart, elle a le caractère des Rochechouarts, elle est de très haute noblesse, elle ne s'appelle pas encore Montespan, c'est une Rochechouart, et elle tient salon sous le nom de plume de Athénaïs. Et on va lui présenter Madame Scarron. Et elle va être très étonnée de l'intelligence et des connaissances de cette petite femme qui a su amuser la Montespan, enfin la future Montespan. Et va inviter Françoise d'Aubigné à un bal exceptionnel qu'on appelle le bal du soleil, où Louis XIV va paraître avec Marie-Thérèse d'Autriche et son sa maîtresse royale officielle, Madame de la Vallière. Madame de la Vallière, elle est belle, mais elle boite, et surtout c'est une dévote. Et Françoise d'Aubigné n'aime pas Madame de la Vallière. Françoise on va l'appeler Montespan, mais bon, son mariage, on va pas revenir trop sur ce personnage-là, va essayer de séduire le roi pendant ce bal, où Françoise d'Aubigné va danser avec Louis XIV. La maréchale d'Albret lui ayant prêté une robe de cour, elle put y faire sa cour et elle a été éblouie par la beauté et l'incandescence de Louis XIV. Mais elle ne peut pas retourner à la cour, évidemment. Et les mois se passent. Et un jour, elle est dans son salon avec Nanon, et Bonne d'Hédicourt arrive dans le salon de Madame Scarron et lui dit « Est-ce que je peux vous faire confiance? Faites sortir votre domestique, il faut que je vous parle. » Françoise est intriguée, elle fait sortir Nanon et Bonne d'Hédicourt lui explique. Madame de Montespan, notre chère Athénaïs, a su séduire Louis XIV qui lui a fait un enfant. Et cet enfant, il faut pouvoir s'en occuper. Monsieur de Montespan cherche à tout prix à nuire à l'enfant et Louis XIV veut le protéger. On ne peut pas donc lui donner une nourrice royale, mais Louis XIV veut élever ses enfants dans cet esprit-là. Donc il demande à Madame Scarron d'élever cet enfant pour Montespan, et comme elle a cette réputation de dévote et d'être très à l'écoute de ses amis, elle dit je vais vous donner aussi mon enfant, Bonne d'Hédicourt, comme ça vous aurez un statut de nourrice et on ne saura pas à qui sont les enfants. Et donc on va chercher le petit Louis, parce qu'il s'appelle Louis, pour le donner en garde à Madame Scarron. Et puis il se trouve que cette chère Montespan est une pondeuse, hein, et que tous les ans presque, elle fait un petit bâtard à Louis XIV. Et là, ça commence à prendre beaucoup d'importance. Donc, on va acheter une maison à Vaugirard, une espèce de grande demeure qui n'est pas un château, qui est
plus une maison de maître, mais enfin, c'est quand même quelque chose d'important par rapport à la fortune de Madame de Maintenon. Et elle va élever en secret les enfants issus de la relation de Madame de Montespan et de Louis XIV. Mais c'est une femme qui est très impliquée dans l'éducation des enfants et une chose que personne ne doit ignorer, les Rochechouart sont cousins à des degrés divers des Bourbons. Ce qui fait que, en fait, Louis XIV est un cousin proche de Françoise de Maintenon. Et donc, les enfants vont tous naître avec des tares plus ou moins avancées. Certains ne vont pas survivre. Et le chagrin que va témoigner Françoise d'Aubigné à Louis XIV, quand chaque fois qu'elle va perdre un des enfants de la Montespan, va séduire Louis XIV. Et Louis XIV, à la chasse, un soir, décide de s'arrêter à Vaugirard. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, le roi est partout chez lui. Si le soir même, ça tapait à la porte, c'était le roi, vous étiez obligé de lui ouvrir, et ainsi de suite. Et il explique à Nanon qu'il vient voir Françoise d'Aubigné, mais qu'il ne faut pas la déranger. Il veut savoir comment se portent ses enfants. Et là, il découvre des enfants, des poupons, c'est décrit comme ça, bien gros et bien gras, qui se portent le mieux du monde, avec leurs handicaps, mais qui se portent le mieux du monde. Le premier, qui sera bientôt reconnu par Louis XIV et donc qui va être des très grandes extractions royales, comment dire, il ne peut pas marcher. Les jambes sont trop faibles pour le porter. Donc, il est tout le temps dans les bras de sa nounou, de Nanon, etc. Et il se retrouve dans les bras de Louis XIV, qui le prend sur ses genoux pour écouter Françoise d'Aubigné raconter des histoires à ses enfants. Et Françoise en est émoustillée. Elle soupçonne même Louis XIV de lui faire un brin de cour, car il essaye constamment de lui prendre la main pour lui baiser. Et on sait qu'au XVIIe siècle, ça voulait dire de baiser une main à l'intérieur de la main. Passent les choses et on s'aperçoit que Bonne de Dicourt, la grande amie de Françoise, enfin des deux Françoises, en fait, est une langue de... Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'elle raconte tout et à tout le monde dans son courrier. Et notamment, elle révèle le rôle de Françoise d'Aubigné dans l'éducation des bâtards. Louis XIV devient fou furieux. Il va chasser Bonne de Dicourt, il va appeler Françoise d'Aubigné au château et il va lui dire « c'est comme ça et c'est pas autrement. Si vous voulez la suivre, vous la suivez, mais je ne veux plus jamais entendre parler de Bonne de Dicourt. » Françoise va lui dire « mais je suis mortifiée, je ne savais pas. » Et il lui dit « je sais que vous ne saviez pas parce que ce qu'elle dit sur vous est infamant. » Et là, Françoise va se jurer de ne plus avoir d'amis à la cour. Et ça, c'est très important. Donc, Louis XIV va décider d'appeler Françoise d'Aubigné à Versailles avec ses enfants pour avoir tout le monde sous les yeux. Donc, il va décider le Parlement français à reconnaître ces bâtards en tant que fils de roi sans jamais citer la mère. Ça ne s'est jamais vu avant et même après Louis XIV. C'est-à-dire que ces enfants, on connaît le père, mais on ne connaît pas la mère, même si tout le monde le sait. Et donc, Françoise d'Aubigné va avoir enfin un statut à la cour
elle va être gouvernante des enfants royaux. Et ça va super mal se passer. Parce que Françoise, elle est là pour vivre elle veut vivre dans le secret. Elle veut élever ses enfants le plus calmement possible. Mais la Montespan, c'est une cinglée. Oh, merci! La Montespan, c'est une cinglée. Elle a des accès de fureur. Elle expose ses enfants qui sont déjà de santé précaire. Elle les expose à n'importe quel vent, à n'importe quelle soirée où ils sont obligés de parler et de réciter des vers en l'honneur de la Montespan, alors qu'ils sont vraiment malades. Cette brave Françoise va être aux ordres de Madame de Montespan. Elle va être tellement aux ordres de Madame de Montespan que Madame de Montespan va s'en servir comme une bonne par projection. Et elle va s'amuser tout au long que va durer cette charge à ridiculiser Françoise d'Aubigné. Elle va constamment la ramener à son statut de veuve Scarron. Mais ce qu'elle ne maîtrise pas, c'est que Françoise est belle et elle plaît à Louis XIV qui l'appelle ce bel esprit. Alors, il faut ne pas confondre. Quand on dit ce bel esprit, dans le langage du XVIIe siècle, c'est un petit peu revanchard. Vous voyez, c'est pas, c'est ce bel, on se moque souvent. Voyez les précieuses ridicules, ben, le bel esprit, c'est ça. Louis XIV va un jour rencontrer Françoise d'Aubigné à la grotte d'Hercule. Alors, la grotte d'Hercule, c'était une grotte qui était faite de coquillages, qui était dans le jardin de Versailles, qui n'existe plus aujourd'hui. Et Françoise se retirait dans les jardins pour prier. Louis XIV la surprend. Vous savez qu'à l'époque, rien ne se refusait au roi. Et voilà-t-il pas que la chose se passe. Et Françoise est atterrée. Elle aime le roi, non pas parce qu'il est roi, mais parce qu'il représente. Et lui, il aime la chair fraîche. Donc, il s'est tapé la gouvernante de ses enfants. Mais elle n'est pas contente parce que, bon, bien sûr qu'elle va lui céder. Mais Louis XIV n'arrive plus à se retrouver seul avec elle. Et elle lui dit, vous avez déjà des maîtresses, des machins et tout. Je suis la gouvernante de vos enfants. Sire, ne me tentez pas. Il est flatté de se dire qu'une belle femme est tentée, mais il va lui faire une cour, j'allais dire, avec un ascenseur émotionnel un petit peu bizarre. C'est-à-dire que un jour, il était très bien avec elle, le lendemain, Madame de Montespan pétait un plomb et il ne la soutenait pas. Enfin, Françoise ne savait plus où aller et un jour, elle décide de quitter la cour. Elle se dispute avec Madame de Montespan, elle monte dans ses appartements au 7e, très essoufflée, elle dit à Nanon, faisons nos bagages et on s'en va. À ce moment-là, Bontemps arrive et lui dit, ne partez pas. Il a besoin de vous et il vous fait donner une cassette pour vos... pour ce que vous subissez en gros. Et donc, il lui achète le château de Maintenon, qu'elle aménage comme elle veut. Louis XIV l'autorise à aller de temps en temps à Maintenon, mais ne pas quitter la cour. Et un soir,
la Montespan va un petit peu loin. Elle tente à railler Scarron. Et lorsqu'elle demande à Louis XIV de se retirer, à ce moment-là, Louis XIV, dans un silence de mort, alors que toute la cour joue, va lui dire « Je vous sais de toutes les grâces que vous me rendez, Madame de Maintenon. » La Montespan est mortifiée. Toute la soirée, elle l'a appelée Madame Scarron. Et Louis XIV vient d'appeler cette dame Madame de Maintenon. Et ça, ça vaut tous les titres de noblesse. Tous les titres comment tout ce qui peut être le plus important à la cour de Louis XIV. Donc, c'est important de le dire, c'est important de le savoir. À partir de ce moment-là, Madame de Montespan va divorcer d'avec Madame de Maintenon, puisqu'on peut vraiment maintenant l'appeler Madame de Maintenon. Il va lui acheter le titre de marquise et il va la nommer deuxième dame d'atour de la reine, ce qui va arrêter sa charge de gouvernante des enfants de la Montespan et donc va la séparer complètement de Madame de Montespan. Le titre de deuxième femme d'Atour va donner à Françoise de Maintenon un appartement au premier étage, à l'étage du roi, dans les appartements de la reine qui sont voisins de celui du roi. C'est-à-dire que dans la chambre de la Maintenon, c'est un couloir. Les courtisans vont voir la reine, passent par la chambre de la Maintenon. Les courtisans qui vont voir le roi passent par la chambre de la Maintenon. Tous. Et donc, elle fait bonne figure. Et là va se passer un certain nombre de choses, notamment, elle va essayer, parce que c'est une garce quand même, il faut le savoir, elle ne peut pas saquer la Montespan, et elle se dit, la Montespan c'est quand même la maîtresse royale en titre, elle me passe quand même devant, il est hors de question que ça dure. Donc, elle va tout faire pour miner la réputation de la Montespan. Elle n'a pas besoin de la Maintenon pour ça. Tombe l'affaire des poisons, on sait que la Montespan est impliquée avec la voisin, le nom de la Montespan ne peut pas sortir, on exécute la voisin et on exécute tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par cette affaire, mais Madame de Plessis-Bellière va... Alors, j'espère que ça parle à certaines personnes, Madame de Plessis-Bellière. Angélique de Plessis-Bellière, vous voyez qui c'est? Non? Oui? C'est un vrai personnage qui a existé et qui est impliqué justement dans cette affaire-là et qui va tout faire pour qu'on n'implique pas la Montespan. Madame de Plessis-Bellière, c'est Angélique, marquise des Anges. Voilà. Ils s'en sont servis, mais elle est vraiment impliquée là-dedans. Ouais. Alors, elle n'était pas marquise des Anges, etc., mais Madame de Plessis-Bellière a vraiment existé. Et donc, Madame de Plessis-Bellière va tracer le chemin qui amène Françoise d'Aubigné à la faveur. La faveur, c'est ce que les courtisans appellent être dans la faveur, c'est être dans les bons papiers du roi. Et donc, Françoise d'Aubigné va monter dans la faveur pendant que la Montespan va descendre de la faveur. Et elles vont se rencontrer notamment dans les grands escaliers de Versailles, puisqu'elles en fait, elles n'ont plus de raison de se fréquenter, ni l'une ni l'autre. Et Françoise d'Aubigné va essayer quand même de dire à la Montespan, quand même, il faut qu'on fasse gaffe à ce qui se passe autour de Louis XIV. Parce que bon,
il est votre royal amant, comme il est le mien, mais il y a des petites nouvelles qui arrivent. Et Louis XIV, il n'a pas ce qu'on appelle un homme fidèle, non, pas du tout. Donc, il se tape tout ce qui bouge, en gros. Donc, Françoise de Maintenon décide de faire attention à qui il peut y avoir dans le lit de Louis XIV. Car il y en a certaines, à 22 ans, notamment une, qu'on soupçonne d'avoir été empoisonnée par Madame de Ludre. Il y en a une où on se dit quand même, elle monte très très vite en faveur. La Maintenon en prend ombrage, la Montespan aussi, et on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc on s'adresse à ce qu'on appelle un pharmacien italien. Un pharmacien italien, c'était c'était ni plus ni moins qu'un empoisonneur pour se débarrasser des jeunes filles qui ne vont pas rester très longtemps dans l'entourage de Louis XIV. Marie-Thérèse d'Autriche, qui n'est pas très intéressante pour Louis XIV, qui a fait les enfants, qui a eu une vie, elle s'est jamais faite à la vie française, hein, elle parle beaucoup espagnol, elle est entourée de ses nains, elle est entourée de toute la cour qu'elle a ramenée d'Espagne, va mourir. Alors, Marie-Thérèse adorait Françoise de Maintenon parce qu'elle disait que Françoise l'avait ramenée dans le lit du roi. Donc Marie-Thérèse va mourir. Et là se pose la question des maîtresses royales. Car Louis XIV, qui est encore jeune, enfin, qui a la quarantaine, ne peut pas rester célibataire. C'est le plus grand roi du monde. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on essaye de trouver une femme noble, de plus en plus titrée, pour aller aux côtés de Louis XIV, peu importe l'âge qu'elle a. Et on pense vraiment à l'infante du Portugal. L'infante du Portugal qui est très jeune, mais qui est très en beauté et qui pourrait servir au roi. Le problème, c'est que ça pose quand même un problème à Louis XIV, parce qu'il se dit, si je fais des enfants d'un deuxième lit, est-ce que ça ne va pas compliquer ma succession qui est déjà compliquée? Donc, sans refuser les avances du royaume du Portugal, il va rejoindre officiellement Madame de Maintenon en grand deuil, et il va lui dire, Madame, je ne peux, on me présente l'infante du Portugal, mais mon cœur ne peut s'en ravir. J'ai fait au début un mariage de raison en épousant Marie-Thérèse. On se rappelle qu'il était amoureux de Marie Concini à l'époque. Aujourd'hui, j'entends faire un mariage d'amour. Je vous épouse donc, Madame de Maintenon, puisque c'est le seul moyen de vous garder près de moi. Alors d'abord, elle croit à une plaisanterie. Elle se retire dans ses appartements, elle s'enferme, elle refuse de voir personne, même Nanon ne peut pas rentrer, et Louis XIV fait forcer sa porte, littéralement, pour venir et lui dire, mais enfin madame, je ne comprends pas votre réaction. Vu votre extraction, il est heureux que un noble tel que moi, bah oui, on reconnaît quand même l'ego de Louis XIV, se plaise à vous épouser. Et à ce moment-là, Françoise d'Aubigné va se redresser dans son lit, mais elle va lui dire, mais alors, c'est vrai. Et là, Bontemps rentre avec un notaire et ils écrivent un contrat de mariage qui sera signé dans le plus grand secret à la Sainte-Chapelle de Versailles et envoyé au pape.
Donc oui, le mariage de Madame de Maintenon et de Louis XIV est réel parce qu'il a été approuvé par le pape. Seulement, Louis XIV n'assume pas. Enfin, il assume, mais pas tout. Et donc, il se dit quand même, ça m'embête tout ça. Donc, on ne va pas annoncer à la cour que nous sommes mari et femme. Bon, ça ne surprend pas Madame de Maintenon. Elle se doute bien qu'il y a un anguille sous roche, mais elle répond présente à chaque fois que Louis XIV l'appelle ou la fait appeler. Elle répond tellement vite que la cour va la surnommer Madame de Maintenon. Car quand il l'appelait, maintenant, Madame doit paraître. Et on déménage les appartements de la Maintenon directement en corrélation avec les appartements de Louis XIV. Dans les appartements de la Maintenon, il va y faire une apparition après son grand lever, où il va rester seul avec elle. Ensuite, lui se rend à la messe, elle fait sa toilette sèche et elle reçoit les supplications. Ensuite, il revient dans son appartement, où elle va déjeuner, où on va dresser la table. Pourquoi? Parce qu'à Louis XIV, à Versailles, il n'y a pas de salle à manger. On prenait 2 tréteaux et une planche et on dressait littéralement une table dans la chambre, d'où vient le terme dresser la table. Elle mangeait vite fait, il revenait à 14 heures, souvent avec ses ministres, où il tenait réunion dans les salons de Madame de Maintenon. Il en repartait, il en revenait à 18 heures, on fermait les portes de l'appartement et il lui rendait son hommage d'époux. En gros, il faisait l'amour. Et d'ailleurs, elle va dire qu'il lui rendait tous les jours ses hommages d'amour. Et elle se serait bien passée de ce type d'hommage quand elle avait plus de 70 ans. Il y allait au radada, hein, Pépère. Et elle allait dans la chambre de Louis XIV lorsqu'il recevait les soins. Lors de l'opération de la fistule de Louis XIV, Madame de Maintenon va y assister et monsieur, le frère du roi, va rentrer dans la chambre de Louis XIV sans prévenir et il va voir, en gros, le chirurgien penché sur le postérieur flappy de Louis XIV et avec Madame de Maintenon à côté. Et monsieur est un petit peu choqué de la voir là et il lui dit « Monsieur, avoir ici Madame de Maintenon, vous vous doutez bien de ce qu'elle est pour moi. » Et à ce moment-là, ce bavard de monsieur va le raconter à toute la cour et tout le monde saura qu'elle est l'épouse de Louis XIV. D'ailleurs, on lui sert du majesté en privé. Et là, malgré tout ce qu'on pourrait penser, le règne va durer 30 ans. Elle va rester 30 ans aux côtés de Louis XIV en essayant de ramener, tant bien que mal, Louis XIV dans la faveur de Jésus. Elle va rappeler les jésuites à la cour de France et elle va essayer, elle va y réussir pour partie de remettre un petit peu de religion dans la cour de Versailles. Mais Madame de Maintenon n'oublie pas d'où elle vient. Madame de Maintenon veut que les jeunes filles issues de la noblesse, mais qui n'ont pas l'argent pour être éduquées en tant que telles, elle va créer Saint-Cyr, qui est une école à la base. Enfin, à la base, c'est une école. Ça va devenir un couvent, mais on en parlera après. Qui va servir, en fait, de creuset à la nouvelle éducation de la bourgeoisie de campagne.
En gros, elle veut que euh, les jeunes filles soient éduquées, qu'elles sachent lire, écrire, compter, qu'elles sachent tenir un ménage pour pouvoir faire des mariages pour les élever et non pas pour qu'elles finissent ribaudes. Donc, elle va créer ça et au début, elle va y mettre de la religion, mais sans forcer les enfants, notamment à adorer Jésus qu'elle aime tant, parce qu'elle est quand même religieuse. D'ailleurs, son livre de chevet est un livre qui est interdit après par la papauté qui s'appelle l'Ecclésiaste et qui prône une rigueur religieuse extrêmement forte. Seulement, Louis XIV veut, vous savez que tout ce que fait Louis XIV, il le fait de façon à ce qu'on lui rende hommage. Quand il va créer à Paris, ça y est, j'ai perdu le nom, les Invalides, pour récompenser les invalides de guerre et les militaires qui sont en fin de carrière et leur donner un toit et de quoi manger, il fait créer le dôme des Invalides parce qu'il fallait que ça se sache, il fallait que ça se voie. Et donc Louis XIV va faire de même pour Saint-Cyr. Ils vont créer des uniformes, ils vont créer tout un tas de choses et on est dans l'explosion de l'art. On est dans l'explosion de l'art au XVIIe siècle. Molière fait sensation. Et on a besoin d'écrire une pièce pour Saint-Cyr. Et on va demander à Racine d'écrire une pièce qui pourra être jouée par ces jeunes filles. Et là où Françoise Aubigné voulait que ces jeunes filles soient éduquées à l'art du chant, de la danse et du théâtre, elle va se confronter au monde royal qui va faire que ces jeunes filles vont servir de chair à canon aux nobles de l'époque. En gros, lorsque les jeunes filles donnent cette comédie, Louis XIV choisit les invités. Et il invite tous les jeunes godelureaux de la cour, les marquis, les comtes, les barons, etc. Et on lui demande, comme un honneur, Sire Saint-Cyr, Sire Saint-Cyr. Ça voulait dire qu'il voulait être invité à Saint-Cyr. Et ensuite, ces jeunes nobles allaient chasser dans l'internat de cette école. Ce qui va amener ces jeunes filles à croire en un avenir qui ne leur est pas destiné. Et du coup, ces jeunes filles vont se croire arrivées au sommet et ne vont plus être ouvertes à l'éducation qu'elles reçoivent. Et là, Bossuet, qui est le confesseur de Louis XIV, va se fâcher très fort. Et il va dire à Louis XIV, on ne peut pas continuer à entretenir cette maison de perdition qui est Saint-Cyr. Sire, il faut y ramener les jésuites et il faut en faire un couvent. Et donc, Madame de Maintenon a vu tous ses efforts non récompensés et lorsqu'elle emprunte l'allée du roi qui joint le château de Versailles à l'école de Saint-Cyr, pour la dernière fois, avant de s'y retirer définitivement, elle est en peine parce qu'elle se dit tout ce que j'ai voulu donner comme lettre, tout ce que j'ai voulu donner comme rêve à ces jeunes filles, eh bien, elle ne pourra plus le faire. Et d'ailleurs, elle ira de moins en moins à Saint-Cyr parce qu'elle n'est pas d'accord avec l'enseignement des jésuites. Vous savez qu'elle a une sainte horreur des couvents. Et donc, elle va s'impliquer. Alors, beaucoup disent qu'elle a eu une vraie implication politique dans l'administration de la France. J'y crois très peu. Parce qu'elle n'a pas de... Dans tous les livres qu'elle a écrits, et elle en a écrit un certain nombre,
les seules choses qu'elle revendique, c'est l'éducation. Quand Louis XIV décide de revenir sur l'édit de Nantes et donc d'interdire définitivement les huguenots en France, il ne va pas la prévenir tout de suite, il va juste lui dire, si vous avez encore de la famille huguenote, c'est maintenant qu'elles doivent se convertir parce que bientôt, elles ne pourront plus vivre en France. Donc je ne pense pas sincèrement qu'elle ait eu son mot à dire et je ne vois pas Louis XIV. Louis XIV était quand même mordant. Hein. Il a toujours refusé de lui donner l'héritage d'Agrippa d'Aubigné en disant vous n'êtes rien pour lui. Alors que tout le monde sait que Constant d'Aubigné, son père, était elle est la petite fille d'Agrippa d'Aubigné. Mais on ne peut pas résister à Louis XIV et Françoise n'a jamais voulu le faire. Et la cour va s'enfermer dans cette espèce de religieuseté et sombrer petit à petit dans un espèce de nuage qui n'est pas très bon, car il va se passer plein de choses au royaume de France, notamment la grande famine et l'apparition de grandes maladies qui vont toucher directement la famille de Louis XIV. Son fils va mourir, sa belle-fille va mourir, son petit-fils va mourir, sa petite-fille va mourir, son autre petit-fils va mourir aussi. Bref, toute la lignée qu'il pensait inextinctible après sa mort va mourir de maladies. Alors souvent on dit des maladies bêtes, genre je suis tombé de cheval, genre des maladies cardiaques, tout un tas de choses comme ça, et ne restera que son arrière-petit-fils, le futur Louis XV, qui est à ce moment-là protégé comme un oisillon dans son nid, de telle façon à ce que Louis XV ne verra plus jamais personne en dehors de ses professeurs et de son valet de chambre, etc., pour qu'il ne chope pas de maladie et qu'il soit le plus possible écarté de la cour. Car Louis XIV sait que si lui, le petit, meurt, eh ben, il n'aura pas plus de descendance. Et donc, la mort frappe Versailles. Madame de Maintenon prend le deuil définitivement. Louis XIV s'enferme dans une espèce de déprime. Et la maladie va toucher Louis XIV et il va mourir en 1715. En septembre 1715. Et là, c'est la catastrophe. On ne pouvait pas penser que le plus grand roi du monde pouvait mourir. Le futur Louis XV n'est pas prêt. Et on ne sait pas ce qu'on va faire de Madame de Maintenon. Parce que elle est certes la femme de Louis XIV, mais elle représente la vieille cour. Les nouveaux veulent reprendre vie. Et surtout, elle représente tout ce que la France ne veut pas, ne veut plus. C'est-à-dire l'argent dispendieux du royaume qui entretient une myriade de maîtresses. Quelques pamphlets hollandais vont finir de saper la réputation de Madame de Maintenon. On lui refuse le fait de se retirer à Maintenon et on l'envoie à Saint-Cyr, au couvent, mourir dans l'institution qu'elle avait créée où un appartement lui était réservé au nom de Sa Majesté. Les 5 dernières années, elle va survivre, elle va mourir en 1719, donc 4 ans après Louis XIV. Elle va mourir dans le souvenir de Louis XIV, entourée de ses jeunes filles qui l'appelleront Majesté. Et elle va mourir non pas de maladie, mais d'usure du cœur. Je trouve que c'est une belle appellation pour une femme qui a eu
un destin totalement extraordinaire entre mendier son pain et mourir reine de France.